Bon, merci pour cette invitation. En fait, je vais essayer de suivre un petit peu les points que j'ai évoqués dans un article, mais un tout petit article de blog qui est sorti sur le blog d'Anthony Laurent à sa demande, que j'avais écrit il y a déjà plus d'un mois, un mois et demi, je sais pas, il m'a envie de réagir un petit peu à tout autour de Stanford for Science, etc. Donc évidemment, les choses depuis ont énormément avancé, notamment la politique de Trump. Donc, voilà. Je ne pas à suivre l'actualité à la seconde, hein. Mais en fait, c'est vrai que ce qui m'avait frappé, moi, pour cet article, c'est que depuis l'accession de Trump au pouvoir, en fait, la science est brusquement présentée sous l'angle de la vérité et de la règle, un grand R, et grand singulier. Et ces derniers mois, et c'est encore le cas récemment, les médias français ont repris des titres comme, alors je cite, hein, Trump déclare la guerre à la science. C'était dans les Échos. Face à Trump, les chercheurs en quête de science, singulier, chez Libé. Il veut mettre fin à la science, France Info. Comme ça, il y en a eu beaucoup, beaucoup comme ça. Et ce qui est assez frappant, c'est que ces mêmes médias valorisaient quand même pourtant, il n'y a pas si longtemps que ça, les controverses et les incertitudes de l'expertise, hein. Par exemple, évidemment, on a parlé du climato-scepticisme. Les opinions de Claude Allègre, qui sortait de son champ de compétences pour aller mêler à la question du climat, elles ont été largement relayées par la presse nationale, par la télévision, il était sans arrêt interviewé, etc., pour mettre en scène justement l'idée qu'il y avait une controverse au sein des questions du climat. Alors qu'au moment où il était interviewé, non, justement, il n'y avait plus de controverse scientifique. On était vraiment dans une controverse socio-technique, c'est-à-dire diffusée dans les médias, mais la communauté des chercheurs sur le climat était relativement consensuelle là-dessus, sur la dimension anthropique du réchauffement climatique global. Bon, on a parlé aussi de la crise Covid, là aussi c'était évidemment un bon exemple de l'appétit général des médias pour la question de la controverse, en tout cas jusqu'à présent. Et puis, bon, il y a plein aussi, j'ai parlé de Proctor, hein, mais voilà, les décennies, ça a été des décennies de controverses alimentées dans la presse par le lobby des cigarettiers, justement, et amplifiées par la presse pour masquer justement le caractère cancérogène du tabac, ce qui était une évidence qu'on connaissait depuis en gros les années 30-40, hein, on a toutes les données pour le savoir. Mais donc, je dirais là, si vous n'avez pas encore lu le bouquin de Proctor sur la conspiration des industriels du tabac, qui montre comment c'était fabriqué aussi par la presse, tout ça, par les médias en général. Bizarrement, là, face à Trump, bon, c'est une espèce de panique morale qui se met en place et on commence à parler de la science, de la vérité. Et bon, quand on regarde le mouvement Stand Up for Science, qui a finalement un petit peu fait flop, parce qu'il ne se passe plus grand-chose depuis quelques mois, un mois, hein. En tout cas, dans sa version française, lui aussi, en tout cas sur son site web, dépeint la science comme un bien commun de la démocratie, je cite, ou comme le lieu de la vérité. Alors évidemment, nous, en sciences sociales, quand on a travaillé sur les sciences, moi j'ai travaillé pendant une décennie, je continue à travailler sur les sciences à partir d'enquêtes de terrain, etc., de travaux sur les discours en sciences, et je ne suis pas le seul. On a quand même essayé de produire des descriptions des sciences un petit peu plus nuancées. La vérité, ça me paraissait un petit peu exagéré, mais en tout cas comme un ensemble pluriel, hétérogène de disciplines, de pratiques, de personnes, de collectifs qui sont en concurrence, hein, sinon il n'y aura pas de controverse d'ailleurs, qui sont animés par des enjeux qui sont aussi des enjeux économiques, qui sont des enjeux politiques aussi, on en a parlé, des enjeux sociaux, et pas seulement des enjeux cognitifs et des connaissances pures. Donc c'est vraiment très bizarre que brusquement ces décennies d'analyse sociopolitique, des pratiques et des institutions scientifiques soient oubliées comme ça, sous prétexte qu'un autocrate a pris le pouvoir aux États-Unis. Voilà. Et donc, je vais essayer de, en reprenant un peu ce que j'avais dit dans l'article, de clarifier quelques points, enfin, clarifier, je vais essayer de clarifier, même si les choses ne sont pas forcément toujours très claires, même pour, enfin, pour les gens qui travaillent sur ces questions-là. Essayer de donner des pistes un peu de discussion sur l'actualité. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de sens commun, mais ici, vous êtes déjà aguerris à ça, hein, à déconstruire, dès qu'on commence à parler de la science, de la raison, de la vérité ou du rempart contre l'obscurantisme. On a quand même des grands fétiches médiatiques qui ont été mis en scène là, récemment, qui font un peu sursauter vraiment quand on a travaillé sur les sciences. En plus, bon, il y a toute cette mise en scène, enfin, toute cette mise en avant de la sociologie des sciences autour de la tour qui aurait dû nous vacciner, si on prend la métaphore vaccinale, contre des idées aussi, je dirais, simplistes sur la question des sciences. Donc, je dirais, premier truc à déconstruire un petit peu quand même, ça va être l'idée même de Trump lui-même tel qu'il est mis en scène dans les médias. Alors évidemment, c'est un politicien dont il faut le critiquer, son caractère autoritaire, les idées fascistes qu'il développe. Ok, on est d'accord là-dessus. Mais en fait, moi, j'ai plutôt envie de le prendre comme le symptôme d'un certain type de capitalisme. J'ai été très frappé, je ne sais pas si vous l'avez lu, le bouquin de Arnaud Horace sur le capitalisme de la finitude. C'est un économiste et historien des idées de l'économie.
Et en fait, Arnaud Rhin, il dit que finalement, ce qu'on est en train de vivre, ce n'est pas quelque chose de très nouveau. C'est-à-dire la montée d'autoritarisme n'est pas très nouvelle à l'intérieur de l'histoire du capitalisme. Et lui, il va distinguer trois grandes périodes. Alors, je ne vais pas rentrer dans le livre, dans le détail, vous me direz si vous avez besoin de détails précis, mais il distingue trois grandes périodes du capitalisme qui correspondent à des moments de perception aiguë d'une finitude. À un moment donné du 16e, je n'ai plus les dates en tête, hein, il y a eu la perception de la rotondité de la Terre. Bon, donc, du coup, là, en panique, le capitalisme se transforme et devient extrêmement violent, militarisé et colonial. On a le même type de transformation du capitalisme dans une partie du 19e siècle avec la perception de l'explosion démographique, qui montre que les ressources de la Terre sont limitées parce que la population augmente, les animaux, etc. Et on a aujourd'hui, la dernière période qu'il identifie, c'est celle aujourd'hui, à partir du moment de la déclaration d'Anthropocène, en quelque sorte, où on voit la finitude des ressources et puis la perspective d'une fin à moyen terme, disons, de possibilité de vivre décemment sur Terre. Et donc, en gros, il dit dans ces périodes, c'est dans ces périodes, ça c'est la phrase qui termine son bouquin, où on se met à penser collectivement qu'il n'y en aura pas pour tout le monde, des ressources, pour survivre, que le capitalisme devient monopolistique, qu'il refuse la diplomatie, qu'il refuse la concurrence et le libre marché, et que ce sont alors des entreprises, autant que des États, voire plus que des États, qui mènent des opérations de militarisation, notamment de la mer, mais aussi des terres, avec une emprise coloniale, sans avoir même besoin d'État. Là, on est vraiment, ce que nous fait Girauteur, on est vraiment dans presque l'illustration de cette idée du capitalisme, de la finitude. Donc Trump, bien sûr, c'est un acteur qui a une intentionnalité, mais comme n'importe quel acteur politique, mais il est aussi le symptôme de ce type de structure du capitalisme, de ce type de transformation du capitalisme. Il ne faut pas se tromper non plus dans l'analyse, il faut tenir compte aussi de ces macro-sujets, je ne sais pas comment dire, le capitalisme, c'est un bien grand monde, mais en tout cas, son inscription dans une période un peu générale où ben voilà, on a fait main basse sur des ressources et on met en place des systèmes extrêmement autoritaires, et ce n'est pas quelque chose de très nouveau dans l'histoire du capitalisme. Ensuite, deuxième point de déconstruction que je trouve important, ben voilà, c'est cette idée d'une science pure, hein, opposée à Trump, c'est une science pure, universelle, consacrée au bien commun. Mais en fait, bon, quand même, il ne faut quand même pas exagérer, quoi. Il y a des milliers d'universitaires, de chercheurs qui ont soutenu justement le capitalisme depuis des décennies, qui ont brandi l'étendard des théories économiques néolibérales, qui ont multiplié les alliances plus ou moins fortes avec les acteurs du marché, hein, Total, Google, enfin, pas si longtemps que ça, on avait Total qui était implanté sur le campus de Saclay. Il a fallu que ce soit les étudiants qui se battent contre Total. Ce n'est pas les institutions qui se sont battues contre Total, c'est les étudiants. Donc on ne va pas nous faire le coup de la science pure et désintéressée. Voilà, donc on a comme ça aussi tout à un niveau plus enfin, moins évident, comme ça, tout ce qui relève de la programmation de la recherche par projet, ce qui verrouille les questions de recherche qu'on peut poser, au bénéfice évidemment bien souvent des opérateurs du financement, des opérateurs de l'innovation, hein, parce que ça privilégie largement tout ce qui relève de l'innovation technologique et de la production d'objets techniques finalement, plus que des questions adressées à la matière, ou à la société, ou au monde, ou à la nature. On a eu des financements pas toujours très éthiques, hein, je parlais de Total, il n'y a pas que eux. Le recrutement massif par l'éducation nationale, de précaires, instrumentalisés, largement instrumentalisés dans les laboratoires. L'éducation nationale en France, c'est l'université le plus gros pourvoyeur d'emplois précaires de France, si je ne me trompe pas. Hein. Enfin, quelque temps, j'ai vu des statistiques là-dessus, c'est assez impressionnant. L'abandon aussi, quand même assez fréquent de la critique au bénéfice d'une conception très utilitariste des savoirs. Hein. Si d'ailleurs il y a une revue qui s'appelle le mouvement anti-utilitariste en sciences sociales, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a eu justement ce basculement vers une perception très utilitariste, hein, enfin, très utilitariste des sciences, mais aussi, alors ça c'est un monde à moi, la généralisation de l'enseignement professionnel à l'université, qui assèche le vivier des étudiants et des étudiantes intéressés par la recherche scientifique. Ça, je le vis au quotidien, parce que j'enseigne majoritairement dans des formations pro, et je trouve que c'est une catastrophe pour les laboratoires, parce que je ne sais pas comment les laboratoires envisagent leur avenir aujourd'hui, disons à 20 ans, avec l'abandon ou l'arrêt progressif des flux d'étudiants entrants. D'un côté, on coupe les étudiants sortants, parce qu'il n'y a plus de progrès, il n'y a plus d'emploi à la sortie de la thèse, et l'entrée aussi, elle est problématique, hein, avec le fait que nos institutions orientent de plus en plus et toujours plus les étudiants vers les enseignements professionnels. Et donc, ce que j'ai l'impression, c'est que tout ça, c'est une galaxie qui est tout aussi efficacement anti-science que les politiciens de droite, fascistes ou néo-fascistes, comme vous voulez, dont on voit l'action aujourd'hui, et que ça contribue à la fabrication d'une science qui n'est pas un pilier de la démocratie, qui est un pilier du capitalisme, oui, pas de la démocratie, qui renforce les dominations, qui entraîne nouvelles à l'intérieur même de son espace. Voilà. Donc, quelques exemples que j'avais mis dans
dans l'article, hein, mais le projet méga collisionnaire de particules qui est porté par le CERN, par exemple, un truc totalement délirant, un tunnel de 90 km de circonférence qui est annoncé comme un véritable désastre écologique, hein, pour 16 milliards d'euros pour traquer une particule hypothétique, hein. J'ai discuté justement récemment avec un collègue physicien quantique, qui m'a dit, mais c'est pas ce qu'ils cherchent. Ils vont recueillir de la donnée, mais comme ils n'ont pas de problématique, voilà, ben, est-ce qu'on doit déclencher, est-ce qu'on doit dépenser 16 milliards d'euros, défoncer des zones humides, simplement pour faire plaisir à quelques physiciens expérimentalistes? Bon, voilà, ça c'est une question qui se pose, mais voilà, il y a eu d'ailleurs une tribune de scientifiques en rébellion, je l'avais signé aussi, qui a recueilli 400 signatures sur ce projet, donc c'est quand même à montrer qu'il n'y avait pas un accord complet autour de ce qu'on appelle la science. Plein d'autres exemples, hein. Bon, je les ai aussi récemment dans le blog où a été publié l'article, hein, la fraude scientifique, qui se répand avec des articles totalement bidons rédigés par des IA pour gagner du temps et de la visibilité dans des revues qui acceptent à peu près n'importe quoi. Ça, c'est un article que vous trouverez dans le blog justement d'Anthony Morand, ça c'est bien fait, où vous verrez cette expansion comme ça de la junk science produite par de l'IA. Puis on a beaucoup de collègues, moi je les entends à table, hein, quand je mange au Crous, hein, récemment, c'était une discussion, ouais, le mec il disait, un collègue physicien, je crois, moi j'ai répondu, enfin j'ai fait répondre à l'IA pour un ANR. Comme il savait qu'en face c'est analysé par des IA, il y a des IA qui parlent ensemble. Enfin, je veux dire, où est la critique là-dedans, où est la pensée critique à partir du moment où on lance des IA pour répondre à un projet ANR? Enfin, moi je suis tombé des nues. Mais c'est la pratique courante, hein. C'est pas. Le problème, c'est que ça se disait simplement comme ça, normalement, à table. Alors bon, la physique, c'est bien gentil, mais nous, les lettres et les sciences humaines, hein, bon, on n'est pas non plus exempt de critique, hein, quand il s'agit d'abandonner la perspective critique pour des formations qui finalement conduisent à adapter les étudiants au bullshit job du secteur tertiaire, hein, notamment dans la communication. C'est quelque chose que j'enseigne dans ce domaine-là, mais vous avez aussi le marketing, la gestion, politique territoriale, enfin, bon, il y a plein de choses qui relèvent de ça. J'ai pas une petite blague à ma voisine. Voilà, donc ce que je voudrais, c'est que face à tout ça, les scientifiques contemporains, quand même, on a des ressources aujourd'hui, si on s'intéresse à notre passé récent, pour lutter contre tout ça. Et moi, j'ai vraiment été fasciné. Enfin, on a essayé avec un certain nombre de collègues, Joël Domarec, nos étudiants, il y a une vingtaine d'années maintenant, on s'est fait l'écho et les témoins et les passeurs, en quelque sorte, du mouvement français, là, pour le coup, vraiment français, d'autocritique de science des années 70 à 80, puisque c'est un moment très important en France où des chercheurs qui venaient de la biologie, de la physique et beaucoup des mathématiques, le plus connu d'entre eux, c'était Grothendieck, Alexandre Grothendieck, hein, Fields, voilà, le plus grand mathématicien qui produit la France, enfin, cette époque-là, voilà. Quand ces gens-là se sont mobilisés finalement pour réfléchir à quelque chose de plus profond que arriver à faire prédire leurs données, mais qu'est-ce que c'est que les finalités de la recherche? Qu'est-ce que c'est fondamentalement les finalités de la recherche? Est-ce que c'est se mettre au service du marché ou est-ce que c'est se mettre au service d'une pseudo-demande sociale qui est toujours instrumentalisée? La plupart du temps, c'est les industriels qui la définissent, en tout cas quand ils sont relayés par nos institutions. Ou est-ce que c'est répondre à des grandes questions? Ou est-ce que c'est essayer de produire une science émancipatrice, réellement critique et ouverte aux questions et en tout cas refusant les formes de domination. Donc vous aviez comme ça, dans cette période qui a été assez courte, assez brève, qui suivait les années 68, hein, en gros c'est clôturé avec les années 80, une grande contestation interne à l'intérieur des sciences, des rapports de domination, des rapports de genre, des rapports de classe et de rapports de race à l'intérieur des laboratoires, hein, qui étaient très forts et qui sont toujours très forts. Enfin, travailler assez fréquemment sur des laboratoires, dans des laboratoires, on les voit opérer très clairement. Il y avait une critique du colonialisme des sciences. Il y avait déjà, dès les années 70, une très forte préoccupation écologique et pour le féminisme. Ce pas des choses qui ont été inventées récemment. Et ces activismes ont enquêté, ces activistes qui étaient des scientifiques, donc hein, des biologistes, des sciences de la nature, et la plupart du temps, très peu de sociologues. C'était vraiment le coup, c'était vraiment une initiative des gens des sciences de la nature. Ils ont enquêté sur leur laboratoire, ils ont produit des revues alternatives, et ce sont ces revues que nous, on a numérisées avec Joël Lemarec avec nos étudiants il y a 20 ans maintenant, où s'exprimaient des scientifiques, bon, les plus connus, Jean-Marc Lévy-Leblond, ben, on parlait tout à l'heure, c'est un ami, etc., mais aussi Pierre Clément à Lyon, et Grothendieck, et puis plein d'autres, hein. Et cette autocritique des sciences, elle a fait déjà à l'époque voler en éclats en interne le mythe de cette recherche qui remontait à notamment des passions, des intérêts économiques ou des enjeux politiques. Et ça a constitué d'ailleurs, plus tardivement, une des bases des questions et des objets de ce qu'on appelait la nouvelle sociologie des sciences, Latour, Fugard, Chine, etc. Donc toute cette sociologie des sciences qui s'est développée plus tard, mais qui s'est académisée et qui a, je sais pas comment dire, enfin, qui a pris une dimension académique et qui a bien souvent laissé de côté un peu les dimensions politiques de ces questionnements, qui est beaucoup moins présente, surtout chez Latour.
Et donc ce mouvement, il a permis de prendre un peu en compte, et la mesure même de l'hétérogénéité des acteurs, des pratiques de la science, et notamment des sciences, et notamment, entre autres, l'importance des précaires à la recherche, les formes de domination, de genre, etc., qui a été très présent et ça, bien avant la sociologie des sciences. Ça, c'est intéressant. C'est vraiment un truc qui est venu des activistes à l'intérieur de la recherche. Ensuite, ce mouvement, il s'est affaibli, il s'est éteint même avec le tournant libéral des politiques publiques à partir des années 80, avec l'arrivée de la gauche au pouvoir qui a installé quand même une espèce de relation organique entre le monde du marché de l'économie et puis l'université et la recherche, même si c'était un peu présent avant, mais là, vraiment, ça a été très renforcé, le tournant libéral, et dans lesquels, quand même, c'est pas une attaque de l'extérieur, ça. Ça, c'est des choses qui ont été portées de l'intérieur des sciences, de l'intérieur des laboratoires. Les chercheurs ont très volontairement adhéré à ces perspectives. Et nos institutions, elles ont d'autant plus adhéré à ce tournant qu'il a valorisé en fait la concurrence et la compétition du tous contre tous, mais qui sont en fait, ça flatte l'ego scolaire, l'éthos scolaire du bon élève et l'imaginaire comme ça du tableau d'honneur qui structure encore largement la pensée scientifique et les pratiques quotidiennes des scientifiques, de nos collègues. Alors après, autre chose à déconstruire à mon avis, c'est l'idée d'une attaque généralisée de la science au singulier. Je ne suis pas très sûr, hein, la politique actuelle des gouvernements aux USA, elle ne vise pas toutes les disciplines. Elle vise certaines d'entre elles, en particulier les recherches portant sur la diversité et les injustices sociales, raciales, de genre ou écologiques. Parce qu'en France, on critique de la même manière en l'étiquetant woke. Hein, on ne peut pas déconstruire, etc. Le mouvement est identique en France, on est aussi menacé. Ça prend des formes plus soft. Pas une espèce de type grotesque, avec sa coiffure ridicule et sa grosse cravate. Non. Une série de gens qui attaquent aussi, mais en tout cas, ce n'est pas toute la science. C'est aussi, évidemment, les sciences du climat et l'écologie. Très menacées. Et quand on regarde, moi j'ai fait un tour, c'est là que mes données sont un peu anciennes, mais j'ai regardé ça il y a 2 mois à peu près, le site de la National Science Foundation aux États-Unis, donc l'organisme de financement des sciences américaines, hein, enfin états-uniennes, il finance toujours de nombreux programmes de recherche, notamment tout ce qui relève de l'innovation technologique, de l'intelligence artificielle, de l'ingénierie, de la sécurité, et des domaines entiers de la physique et des mathématiques et de la biologie, tant que les principes d'inclusion des minorités et les luttes contre les discriminations n'interviennent pas. Vous pouvez faire de la physique tant que vous voulez, à partir du moment où vous ne restez pas dans le domaine vous ne favorisez pas, disons, l'inclusion des racisés ou des femmes, ou des choses comme ça. C'est des profils. Et la France, donc je reviens là-dessus, n'est pas exempte des critiques qu'on adresse à Trump. Hein. Les pressions politiques se multiplient dans les centres de recherche contre les recherches sur le genre, sur la postcolonialité notamment, sur les mouvements sociaux. Les sciences sociales sont parfois accusées. On a vu l'image de Valls tout à l'heure dans votre graphique. Hein, rappelez-vous quand il est qualifié, quand il disait que la sociologie cherche à excuser le terrorisme. Quelques années, ça, hein, on n'a pas entendu Trump pour avoir ce type d'attaque, par exemple, et les attaques en France. Parce que si le colloque de la honte en Sorbonne, etc., nombre de débats très, très importants, de débats scientifiques, notamment sur la Palestine, qui ont été interdits par des présidences de nos universités, de mon université. Ça donne un aspect très inquiétant de la manière dont les universités sont pensées comme des lieux où s'exerce une autorité. On parlait d'autoritarisme tout à l'heure, oui, l'autoritarisme, il est dans les universités. Les présidents qui ne nous représentent pas la plupart du temps sont des gens qui exercent une autorité pour interdire des débats publics, demandés par des collègues scientifiques spécialistes du domaine, pas des pins à chiens, des professeurs d'université qui demandaient à l'université Paris-Cité d'organiser un débat sur la Palestine ont été interdits d'organiser ce débat par la présidence de l'université Paris-Cité, la physicienne ou un médecin. Donc c'est à l'intérieur aussi qu'il faut arriver à penser ces questions d'autorité, d'autoritarisme, alors que le débat public et la controverse devraient être à l'honneur, hein, pour nos étudiants et pour nous-mêmes sur des questions qui sont d'actualité, qui sont extrêmement importantes et pour lesquelles on a des savoirs quand même. Donc, un peu partout, ce sont finalement les lettres et les sciences humaines et sociales à tonalité critique, ainsi que les recherches en écologie qui sont menacées, mais pas la science en général. Donc, j'insiste aussi sur le fait, ça c'est je suis identique, c'est que ce n'est pas simplement des politiciens qui attaquent, hein, c'est aussi, on l'a vu tout à l'heure, hein, une galaxie de médias, d'agences gouvernementales, de scientifiques, y compris en sciences sociales. Et vous avez un certain nombre de collègues, y compris en sciences sociales, c'est un peu bizarre, mais qui condamnent aussi la discussion, les déconstructions critiques et qui ont très réactionnaires. On va les noms si vous voulez, mais on enregistrait, j'y vais aller doucement. Mais voilà, donc d'où l'importance, à mon avis, de mener une critique politique ainsi qu'une autocritique académique
des conditions structurelles qui ont conduit quand même tant de pays au renouvellement fasciste auquel on a affaire aujourd'hui. Enfin, où est-ce qu'on s'est planté? C'est pas quelque chose qui sort de rien. C'est des années d'éducation qui ont été, qui ont pas bien fonctionné. C'est des années d'esprit critique qui n'ont pas été suffisamment pensées pour être diffusées à une population qui aujourd'hui, dont une partie d'entre elles en tout cas, vote à l'extrême droite. Reste à savoir aussi si c'est que la population ou si c'est des corps intermédiaires qu'il faut aussi analyser, déconstruire. Hein. En gros, le travail du politiste Jean Tibéry, non, Alexandre Tibéry, je ne sais plus son prénom. Vincent Tibéry, voilà, ça y est. C'est extrêmement intéressant, puisqu'il dit qu'il y a quand même une gauche très très présente et une gauche d'émancipation très présente en France, et que c'est plutôt une strate intermédiaire que les choses se structurent pour orienter vers l'extrême droite. Donc faut mener cette critique, il faut mener cette autocritique académique, je pense qu'il faut la poursuivre. Elle a été effacée dans les années 80 avec le tournant libéral qui a tourné les sciences, qui s'est prolongée jusqu'à maintenant, et je pense qu'il faut la continuer. Et il faut aussi documenter les résistances qui existent, et il faut soutenir activement en évitant le piège du corporatisme. C'est le côté très centré sur nous les scientifiques. Bon, ok, non, mais on n'est pas tout seul, quoi. Et donc une sortie, enfin moi à mon avis, une sortie par le haut du danger fasciste, hein, ça impose de comprendre que ce qui menace les sciences, ça menace aussi plein d'autres domaines. Ça fait des années qu'on dit ça, enfin moi ça fait 20 ans que j'ai l'impression de rabâcher les trucs. Le droit, la santé, la justice, donc, et puis la culture, on travaille aussi sur les musées, sont soumis aux mêmes, et la protection de l'environnement aussi, sont soumis aux mêmes logiques issues de cet libéralisme. Et donc, c'est les mêmes dérives utilitaristes, c'est les mêmes systèmes hiérarchiques qui sont à l'œuvre. C'est le même virilisme de la raison avec un grand R hein, qui intervient. C'est la même insensibilité au vivant, y compris dans dans la protection de l'environnement, ce projet. Travailler à l'égard des dominés aussi, qui sont méprisés, même prétention à l'universalisme. Et aussi, au quotidien, toutes les petites lâchetés, les concessions accumulées depuis des décennies. Donc ça, il faut les interroger. Il faut les interroger pas qu'à l'intérieur des sciences, puisque le mouvement est plus global. Prenez les gens de l'hôpital actuellement, ils subissent les mêmes attaques. Dans les musées, dans les bibliothèques, c'est les mêmes attaques actuellement, en ce moment même. Donc il faut documenter les résistances, il faut les aider à sortir, parce que sinon on ne sortira pas tout seul. Voilà, bon, à propos de, voilà, je ne peux pas m'empêcher de penser quand même une manif à 2 pas d'ici pour le soutien à Gaza. Donc, je parlais de renoncement, d'autocensure et de lâcheté, voilà, quand même. Bien sûr, c'est bien de soutenir les collègues américains universitaires bon, qui perdent le crédit. Mais qui a soutenu, là, depuis 20 mois, les collègues de Gaza qui se sont bombardés? Toutes les universités ont été bombardées, toutes les universités sans exception, tous les lycées, tous les collèges, toutes les bibliothèques, tous les musées de Gaza ont été bombardés. Les hôpitaux. Tous les hôpitaux ont été bombardés. Qu'est-ce qui reste de ça? Où elles ont été les prises de conscience et les critiques et le soutien universitaire français là-dedans? Pour moi, ça va être une page noire de l'université française, elle est en train de se tourner maintenant. Parce que là, on a disons des mouvements un petit peu comme ça commence à frétiller un petit peu, à frémir un peu, je dirais, mais ça fait 20 mois qu'on galère à faire en sorte qu'il y ait une prise de position pour soutenir des collègues qui sont massacrés. Là, c'est vraiment une page noire dans l'histoire des sciences françaises. Et donc, ce qui émerge sous nos yeux, évidemment, c'est des autoritarismes, c'est des dérives fascistes qui sont à la fois imposées par des pouvoirs politiques, mais qui sont aussi internalisées par les personnels, par les universitaires, par les chercheurs, par les dispositifs et les institutions qui constituent nos cadres de travail quotidien. Et aussi qui sont finalement, qui pénètrent nos cadres de pensée, qui finissent par nourrir nos cadres de pensée. Alors, comment lutter? Je ne sais pas, moi je suis un peu comme vous, hein, je commence à on a quelques pistes, mais sans plus. Hein. J'estime ne pas avoir suffisamment d'outils d'analyse pour vraiment orienter une stratégie, mais en tout cas, j'ai l'impression, c'est ce qu'on disait tout à l'heure à table, qu'il faudrait nouer de nouvelles alliances, bon, c'est pas un moment qu'on le dit, hein, afin de se repenser à l'aune du vivant naturel et institutionnel, plutôt que dans les termes bureaucratiques de la grandeur et de la visibilité. Si possible avec des activistes, des ONG, des médias indépendants, mais aussi avec des invisibles, des précaires qui nous entourent et sans qui on ne pourrait pas travailler. Hein, voilà. Des subalternisés plutôt qu'avec l'habituel star system éditorial, médiatique, ou avec les avant-gardes artistiques ou avec les avant-gardes académiques, qui nous sert souvent de planche de salut, mais qui, bon, je ne suis pas sûr que ce soit très, très efficace, et en tout cas pas avec les puissances économiques. Donc là, voilà, c'est un peu ce que je voulais dire, hein, qu'il faut poursuivre cette autocritique, poursuivre ces analyses et puis multiplier, si possible, les alliances avec d'autres secteurs en lutte. Sinon, on ne s'en sortira pas tout seul. On ne s'en sortira pas, en tout cas, à mon avis, en défendant une idée auquel plus personne ne croit dans les milieux militants, d'une science qui serait exempte de toute critique.
à laquelle on ne croit même pas nous-mêmes et à laquelle moi ça fait 20 ans qu'on produit des connaissances pour dire que justement, il y a d'autres enjeux que la connaissance dans la production de la connaissance. Bon, je ne vais pas non plus, sous prétexte que Trump arrive, dire que stratégiquement, il faut maintenant faire notre gueule et puis arrêter la critique. Non, enfin, je ne peux pas faire comme si je n'avais pas produit et comme si une série de collègues, dont des sociologues des sciences, faire comme si tout ce qu'ils avaient produit ne voulait rien dire, ne plus rien dire sous prétexte qu'on avait des volontés fascistes. Et on serait bien en mal d'être crédible d'ailleurs auprès de certains de nos milieux militants qui, eux, continuent à mener cette critique. Donc là, par exemple, nous, ce qu'on fait, voilà, on va ouvrir une table ronde dans le Festival des Résistantes, là, qui a lieu pendant le mois d'août, qui est le plus gros festival, c'est une rencontre de l'écologie politique, justement sur le thème de comment arriver à structurer une université populaire et émancipatrice avec d'autres. Donc ça, c'est un truc qu'on a fait. On a aussi le modèle des chantiers de reprise de savoir qui est pas mal, hein, de ce point de vue-là. Moi, j'ai aussi travaillé avec des squats, enfin voilà, donc, avec des mondes qui sont des mondes autres que ceux de l'université, et dans lesquels on peut trouver des relais, qui sont des relais qui vont nous soutenir, mais aussi on peut trouver des idées, des gens qui vont nous nourrir de leurs idées. Pas simplement avec qui on va diffuser la raison avec un grand père et la science avec un grand S. Donc voilà, c'est un peu tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. Oui, c'est déjà bon. Merci à vous.